Bien, mes chers collègues, nous poursuivons aujourd'hui les différentes auditions prévues dans le cadre de notre commission d'enquête. Nous allons entendre cet après-midi, j'allais dire une nouvelle fois, puisque vous avez déjà été entendu par la précédente commission, qui ne portait pas d'ailleurs sur le même spectre, Monsieur Antoine Peillon, qui est journaliste à la Croix. Alors, monsieur, vous avez désormais un peu l'habitude, vous savez que vous allez devoir prêter serment. Donc, monsieur Antoine Peillon, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie beaucoup. Comme c'est l'usage, je vous propose que dans un intervalle de temps d'environ 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez dépasser les 10 minutes, vous nous retraciez ce que vous avez envie de nous dire sur notre sujet, et en tout cas ce qui vous paraît nécessaire que nous entendions. Après quoi, notre rapporteur Éric Bocquet vous posera différentes questions sur ce point afin d'affiner vos réponses ou d'élargir le débat, ce qui sera également l'œuvre des membres de la commission ici présents. Alors, monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je m'appelle donc Antoine Peillon. Je suis journaliste, grand reporter au quotidien La Croix. Et j'ai publié, c'est la date de parution en mars, à la fin mars 2012, un livre dont le titre est « Ces 600 milliards qui manquent à la France, enquête au cœur de l'évasion fiscale » et qui était une sorte de plongée en profondeur et très précise sur l'organisation de la fraude fiscale par la banque UBS, la banque suisse, sur le territoire français, des années au moins 2004, mais peut-être en amont déjà, dès la création de cette banque en l'an 2000, jusque l'année 2011, puisque les derniers événements que j'ai retracés dataient de cette année 2011, avec un cœur, disons, une intensité particulière dans les années 2004 à l'année 2007. J'ai enquêté à partir de l'été 2011 très précisément, et pendant un peu plus de 6 mois, de façon très intensive. J'ai pu récolter du fait de nombreuses sources, à la fois judiciaires au sens large, c'est-à-dire d'abord des policiers, ensuite des magistrats, mais aussi de sources internes à la banque UBS, que ce soit à Paris, en France, ou que ce soit en Suisse, une somme assez considérable de documents internes qui permettaient de tracer très précisément à la fois les modalités de l'organisation de cette fraude fiscale, et puis évidemment les personnes concernées, soit en tant que clientes, soit en tant qu'acteurs au sein de cette banque, que ce soit des acteurs suisses, puisqu'il y avait de nombreux acteurs suisses qui venaient en toute illégalité faire des affaires de récolte de fonds financiers sur notre territoire, soit des acteurs français qui étaient en appui, des acteurs financiers français, qui étaient en appui de leurs collègues suisses. J'ai pu, au-delà de ce point très focalisé sur une banque certes emblématique, je me suis attaché à essayer de dresser un paysage plus large du phénomène global de ce que j'ai appelé, mais c'était un peu déjà la pratique courante, l'évasion fiscale, sous-entendu la fraude fiscale internationale, les avoirs financiers non déclarés qui sont récoltés, recelés sur des comptes dans des paradis fiscaux et pour un tiers d'entre eux en masse en Suisse. Et donc j'ai essayé de dresser aussi le paysage général du phénomène. J'ai rencontré de nombreuses sources financières, j'ai rencontré un économiste qui fait autorité sur le sujet et je suis arrivé à une évaluation qui a été ensuite très largement validée d'un avoir d'environ 600 milliards d'euros manquant à la France, confondant à la fois les avoirs des personnes physiques et les avoirs des personnes morales en capital, disons, et d'une fuite annuelle estimée, je l'estimais à l'époque, mais c'était une estimation prudente, à 30 milliards d'euros au moins, de sommes non déclarées annuellement au fisc français et qui étaient donc sous statut d'évasion fiscale
dans un flux continuel. J'ai évidemment, à la suite de la parution de ce livre, constaté que, première chose, des enquêtes judiciaires qui n'avaient pas eu lieu ont été déclenchées, qu'un travail politique, d'abord une commission d'enquête parlementaire, mais elle avait commencé avant au Sénat, produisait de très importantes informations et qui me semblaient converger avec ce que j'avais pu percevoir par un petit bout de la lorgnette. Et puis, j'ai bien vu qu'à la suite de ça, l'opinion publique, mes confrères, et notamment mes confrères de la presse audiovisuelle, mais un certain nombre de confrères de presse écrite, s'intéressaient au sujet, le développaient, menaient leurs propres enquêtes, approfondissaient ma propre enquête. Vous allez, je crois, voir tout à l'heure un journaliste du site Mediapart qui a produit lui aussi, et dans une période toute récente, des enquêtes importantes sur la même banque UBS, mais parce qu'elle est très représentative des pratiques de nombreuses autres banques, peut-être avec une intensité très particulière. Ce que j'ai vu, pour faire court, parce que j'ai continué, c'est le droit de suite des journalistes, donc j'ai continué de fréquenter assidûment mes différentes sources, les sources judiciaires, mais surtout les sources bancaires, et elles se sont d'ailleurs augmentées, parce que quand vous révélez quelque chose, eh bien, de nouvelles personnes se signalent comme ayant des informations complémentaires. Donc j'ai en quelque sorte élargi depuis ce mois de mars 2012 jusqu'à aujourd'hui mon champ de perception du phénomène, y compris en particulier sur la banque UBS, mais sur d'autres banques aussi. Et j'ai pu mesurer progressivement que ce que je croyais déjà assez considérable en mars 2012 était en fait un phénomène quasi systématique, très, très généralisé dans le milieu bancaire, pas seulement suisse, avait une importance en termes économiques et financiers qui était considérable, et que eh bien, le phénomène était loin d'être en assèchement ou en extinction, que malgré les enquêtes judiciaires, malgré le travail des parlementaires, que ce soit ici au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, malgré, je pense, un commencement de travail gouvernemental pour essayer de contenir le phénomène, eh bien, la pratique de l'évasion fiscale faisait florès et produisait toujours plus de chiffres d'affaires et de bénéfices du système bancaire, mais pas seulement, parce que le système bancaire est peut-être le cœur d'un système plus large. Aux banques sont articulés des cabinets d'avocats, des conseillers financiers, des notaires. On les voit apparaître, par exemple, dans l'affaire Wildenstein. Voilà, un ensemble de services qui ne sont pas que des services strictement financiers, mais qui tous concourent à faire en sorte que, à la fois des entreprises, et il y a parfois des liens, et des personnalités physiques, chefs d'entreprise, bien entendu beaucoup dans les professions libérales à haut revenu, bien entendu beaucoup dans ce qu'on appelle le show business, le sport professionnel, et bien que au service de ces très très nombreuses personnes, il y a une véritable industrie. Ce sont les termes d'un expert qui travaille pour la revue Projet. Il y a une véritable industrie de l'évasion fiscale. C'est une industrie. Je conclus là-dessus, parce que je crois que ça peut vous intéresser, que c'est une des dimensions que quelqu'un que vous avez auditionné déjà, qui est Pierre Condamin-Gerbier, nous a révélé dans toute son ampleur le 29 mai dernier, à moi-même, à Fabrice Arfi, que vous voyez tout à l'heure, et à Edoui Plenel. Eh bien, il nous a montré comment, au tournant des années 90, au milieu des années 90, des entreprises, des groupes qui étaient des groupes commerciaux et industriels ont créé eux-mêmes leurs propres banques dans des paradis fiscaux, notamment anglo-saxons, de façon d'une part à gérer leurs propres affaires, à l'abri du fisc des pays sur lesquels ils opéraient leur chiffre d'affaires, et se sont rendus compte que le rendement économique était tellement extraordinaire qu'ils ont opéré une sorte de mutation économique et qu'ils se sont spécialisés dans ces banques, parfois de taille très réduite, mais très, très, très efficaces, et articulées la plupart du temps à d'autres grands opérateurs financiers, des grandes banques comme UBS, Crédit Suisse en Suisse, mais chez nous, des grandes banques françaises aussi,
On entend bien entendu parler d'HSBC. Voilà, il y a vraiment un moment historique que je ne connaissais pas au moment où j'ai enquêté pour mon livre, que j'ai découvert depuis, et qui fait bien l'articulation du système financier, des services financiers, avec en réalité l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle. Il n'y a pas, je l'ai compris assez tardivement, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas une dissension entre l'économie dite réelle et l'activité financière, y compris quand elle est offshore, non déclarée, voire éventuellement grise ou noire. Il y a une articulation historique très forte et il y a une articulation organisationnelle très forte que je pourrais peut-être un petit peu détailler si vous le souhaitez. Voilà peut-être pour focaliser un peu sur votre interrogation. C'est une façon de vous mettre en garde peut-être sur le fait que les banques ne sont qu'un instrument. Les banques ne sont qu'un outil. Les fraudeurs, ce sont d'abord les clients, au sens large du terme. Ça peut être d'ailleurs de très grands groupes. C'est des personnalités évidemment aussi très fortunées, parfois très, très connues du grand public. Et c'est elles qui d'abord ce sont elles les fraudeurs. Après, les banques, évidemment, elles se mettent parfois dans l'illégalité, mais comme un outil ou un instrument qui n'est pas légal, ne reste qu'un instrument et un outil. Et à côté de cet outil-là, mais je crois que déjà vos travaux précédents l'ont montré, il y a bien d'autres outils articulés, les assurances-vie, les trusts, voilà, toute une palette de services, entre guillemets, financiers, qui ne sont pas que des banques.